Vous avez dit beaucoup de priorités, beaucoup de demandes. Il nous faut aussi réfléchir autrement en termes de financement de nos priorités. Si nous devons juste nous limiter à un financement classique basé sur des taxes et impôts, nous n'allons pas y arriver. Le Sénégal fait partie des pays champions en termes de ressources injectées dans ce secteur. Et pourtant, les besoins sont encore là, non satisfaits. On est champion, on dépasse les 20% demandés par la communauté internationale. Nous sommes à plus de 1000 milliards. Si nous prenons tous les secteurs de l'éducation, et malgré tout, vous avez des enseignants qui manquent. L'éducation et la formation coûtent cher, Cheikh Mbow. Oui, mais ça a un prix. Ça veut dire il faut peut-être choisir l'ignorance. Si vous pensez que ça coûte très très cher, ça c'est mon grand-père Nelson qui le disait, essayons l'ignorance. Quand personne ne sera à l'école, quand nous serons tous des ignorants, quand il n'y aura pas un lieu où on va construire des consensus entre vous et moi pour qu'on sache nous parler comme on est en train de faire, ou nos enfants pour qu'ils puissent comprendre à vivre ensemble, essayons ça pour voir. Est-ce que nos États ont la possibilité de financer entièrement notre éducation? Est-ce que c'est pas pour cette raison qu'ils s'en ouvrent aux bailleurs étrangers, mais qui viennent et qui imposent parfois leur programme? On a vécu cette situation avec l'UNESCO il y a cela quelques années, qui voulait imposer un module sur l'homosexualité. Écoutez, nos gouvernants, à eux seuls, ne peuvent pas y arriver. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, le budget est déjà saturé. Ce qu'on met pour l'éducation, c'est déjà important. Et il y a d'autres secteurs qui réclament. Mais ce qu'il faut faire, justement, c'est ce qu'on appelle les financements innovants. C'est réfléchir sur d'autres modalités de financement du secteur de l'éducation. Vous avez construit notre aéroport sur la base des taxes, sur les billets d'avion. Donc si l'éducation, moi j'étais en Inde, j'ai acheté un portable, en plus de 18% TVA, ils m'ont mis 5% pour l'éducation. Est-ce que nous sommes prêts à nous dire que nous tous, nous devons miser sur l'éducation parce que c'est la base et nous allons mettre au moins 2% de tout ce que nous ajoutons pour l'éducation, taxe spéciale. Vous avez une université qui a été construite à Touba. On est suffisamment pressé. Comment le salarié sénégalais, le Sénégalais de manière générale est suffisamment taxé. Oui, mais on peut avoir d'autres, on peut voir quelques produits sur lesquels peut-être on peut faire ces taxes-là sur l'éducation. J'ai dit pour l'aéroport, c'était les billets d'avion. C'est pas tout le monde. Il y a des produits de luxe. Il y a des services de luxe sur lesquels on peut s'appuyer pour financer, pour taxer avec 1%, 2%. C'est pas insuffisant et régler des questions particulières. Je parlais de l'université de Touba, c'est à coup de milliards, mais c'est un financement solidaire. Les talibés ont fait confiance au marabout et ont appuyé pour que c'était... Donc, financement solidaire. Si nous faisons, parce que nous avons ici des célébrités, des entrepreneurs de bonne volonté qui sont capables de transformer nos écoles. Un Pierre-Edouard qui décide de mettre 300 000 francs dans l'école de son quartier, c'est possible. Il faut juste qu'il fasse confiance en son école. Le maître mot, c'est ça, la confiance. La confiance. Donc recréer la confiance. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle n'est pas rompue entre le citoyen et ses dirigeants? Et l'école. Il faut recréer la confiance entre l'école et les citoyens. Recréer la confiance entre le citoyen et ses dirigeants. Donc pour nous, le financement, il faudrait le repenser sous cet angle-là, en faisant preuve de ça. Les exonérations. On peut avoir une partie qui soit réservée à l'éducation. Donc, si nous décidons que nous avons suffisamment mis dans l'éducation, c'est saturé. Mais qu'il y a d'autres poches, d'autres niches qui sont là. Et ces niches, nous devons les mettre là où ça impacte les autres secteurs. Là où ça impacte les autres secteurs, c'est l'éducation. Parce que vous, si on vous épargne des coûts économiques de l'éducation à l'ouverture des classes, si on donne je sais pas quoi, des produits à vos enfants, cela vous épargne aussi en termes de pauvreté, en termes de prise en charge de ces questions-là. Donc pour nous, c'est important évidemment qu'on puisse prospecter d'autres sources de financement. Maintenant, vous avez parlé des partenaires. Les partenaires, nous avons deux exemples. Vous avez parlé de l'UNESCO avec leur programme LGBT. Mais l'UNESCO peut avoir sa vision globale qui traverse l'UNESCO. L'UNESCO qui est dans plusieurs pays. Mais notre pays, nous devons avoir suffisamment de souveraineté, suffisamment de poigne pour dire ce qu'on doit enseigner et ce qu'on ne peut pas enseigner chez nous. Nous l'avions fait. Mais qui paye comment, dit-on? Ils payent quoi? L'UNESCO, ils payent quand quoi? Ils mettent leur bille dans un programme. Ils ne payent rien. Ça veut dire que déjà l'éducation, il faut comprendre que c'est une responsabilité partagée. Les autres, ils ont le devoir de mettre leur bille dans l'éducation. Parce que quand vous avez un enfant éduqué au Sénégal et qu'on ne se préoccupe pas des enfants maliens, c'est un risque pour même nous les Sénégalais. Donc il y a une part de responsabilité partagée. L'UNESCO est alimenté par nous autres aussi. L'UNESCO, ce sont les États qui y sont. Donc de ce point de vue, ce n'est pas le qui paye commande, ça ne passe pas dans ce sens-là. Nous devons avoir suffisamment de souveraineté et ça a été fait parce que je me rappelle, les syndicats du G7 s'étaient levés pour s'opposer à cela. Nous, on s'était levés pour rappeler encore une fois que si nous parlons de ces questions de sexualité, à notre avis, nous l'avons réglé à notre façon déjà. Nous avons notre compréhension parce que du point de vue traditionnel, il y a des leviers
qui ont réglé ces aspects-là. Nous le savons avec le Badjan, le Ndiaye, etc. Du point de vue religieux, nous avons aussi déjà des réponses par rapport à ça. À un certain âge, tu dois faire l'abolition, grande abolition. Donc on vous apprend à tel. Du point de vue même du curriculum, nous l'avons réglé à notre sens. On fait l'éducation à la vie familiale. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir des leçons de qui que ça puisse être pour pouvoir conduire nos programmes. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, en termes de souveraineté, c'est ce qui s'est passé avec le phénoménal Trump, qui a levé le pied, suspendu l'USAID, et beaucoup de nos programmes au Sénégal ont été arrêtés. Une perte sèche pour le monde. Et notamment, il finançait une question qui devrait être une question de souveraineté, les langues nationales. Donc quand il lève le pied, nous perdons complètement cela pose problème. Donc il y a des aspects, le curriculum, ce qu'on enseigne, des aspects, les supports, des aspects sur lesquels nous devons mettre le maximum de billes. On ne dira pas aux autres de ne pas mettre les ressources, mais nous devons avoir une souveraineté. C'est ça qu'on appelle le financement endogène, le financement domestique sur certains aspects. Donc, cet angle-là, la question du financement, vous avez raison, c'est une question qui s'invite, mais cette question-là va nécessiter plus que le gouvernement, donc une mobilisation citoyenne forte, où le secteur privé va s'engager, mais pour que le secteur privé s'engage à davantage à travers les RSE, renforcer le financement pour l'éducation, il faut que dans les négociations du curricula, il faut que le secteur privé se retrouve dans le curricula, dans l'homme, dans le Sénégalais qui va être construit. Donc si nous sommes dans cette perspective d'ouverture, où nous allons nous solidariser autour du financement de l'éducation, nous y arriverons. Et tout ça doit être sous le leadership des dirigeants.